Bonjour Enzo, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Enzo, tu es historien, tu es professeur à l'université Cornell aux États-Unis et tu es aussi italien et on te connaît notamment sur tes travaux, pour tes travaux sur le totalitarisme. Si j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, c'est que l'on est au lendemain des élections législatives italiennes et que c'est le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, qui est arrivé en tête. Le gouvernement à venir sera donc dominé par l'extrême droite. Comment est-ce que tu caractérises ce qui s'est passé hier? Est-ce que pour toi, c'est la victoire du fascisme ou du post-fascisme, comme on l'appelle parfois en Italie? Il s'agit d'un tournant sur le plan symbolique, on pourrait le qualifier d'un tournant historique, puisque pour la première fois depuis la création de la République italienne, un parti qui se réclame explicitement de l'héritage du fascisme gagne les élections et sera très probablement appelé à diriger le gouvernement. Donc, il ne fait pas de doute qu'il s'agit de quelque chose de très significatif euh, et d'historique. Mais en même temps, cela n'a pas provoqué un traumatisme dans la société italienne. Cela veut dire que on était préparé à ce tournant. Il ne tombe pas comme le foudre dans un paysage paisible et tranquille. Il y avait des prémices pour cela, des prémices qui ont été créées et renforcées depuis des années. Et oui, je pense qu'on peut parler de l'arrivée du post-fascisme au pouvoir parce que personne ne peut craindre aujourd'hui un retour du fascisme. Giorgia Meloni ne va pas dissoudre le Parlement, ne va pas instaurer un régime fasciste. Cela est évident. Mais bon, disons, c'est l'histoire de la démocratie italienne qui a reçu un coup considérable aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce qui te permet de dire que Giorgia Meloni est post-fasciste? Quels sont les éléments dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle projette et dans ce qu'elle est sûrement, qui font qu'on peut la qualifier de post-fasciste? Alors moi, j'utilise ce concept qui me semble à plusieurs égards insatisfaisant, mais aussi irremplaçable, parce que au-delà de la culture politique de Giorgia Meloni, au-delà de son identité revendiquée avec fierté, au-delà de l'histoire de son parti, dont les racines sont clairement fascistes, son projet politique n'est pas celui de restaurer le régime fasciste. Alors ça, c'est le point de départ. Elle arrive au pouvoir grâce à une coalition avec la droite traditionnelle. Dans un pays qui est historiquement caractérisé par une très grande instabilité politique, la durée moyenne d'un gouvernement est d'environ une année. Bon, si elle veut avoir quelque chance de rester au pouvoir pendant une législature ou tout au moins 2 ou 3 ans, elle doit pouvoir utiliser les fonds européens qui sont extrêmement importants, qui sont vraiment considérables, 220 milliards d'euros
que l'Union européenne a décidé d'attribuer à l'Italie pour surmonter, faire face à la crise. Et cette aide européenne est soumise à toute une série de contraintes. Et pendant toute sa campagne électorale, Giorgia Meloni n'a pas tenu un discours fasciste, mais elle a essayé de rassurer tous les interlocuteurs, aussi bien, disons, politiques en Italie qu'à l'étranger, pour dire qu'elle ne veut pas quitter l'euro, qu'elle ne veut pas quitter l'Union européenne. Elle a réaffirmé ses positions atlantistes, qui ont toujours été beaucoup plus clairement atlantistes par rapport à celles de ses alliés, de Berlusconi et de Salvini, qui ont toujours été très proches de Poutine, par exemple. Bref, son projet politique est un projet conservateur ou néoconservateur, beaucoup plus que fasciste. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut la qualifier de post-fasciste, d'une part parce que son mouvement vient après le fascisme et plusieurs décennies après le fascisme, donc on peut le qualifier de post-fasciste, ne serait-ce que d'un point de vue purement historique et chronologique, mais aussi d'un point de vue culturel et politique, parce que son programme n'a rien à voir avec, disons, la rhétorique et l'idéologie du fascisme classique, qui était celle qui avait une dimension utopique très importante. Le fascisme voulait créer une nouvelle civilisation, le fascisme se présentait comme une alternative au libéralisme et à la civilisation, y compris capitaliste, dans un certain discours. Rien de cela chez Giorgia Meloni, qui veut défendre les valeurs traditionnelles, qui veut, bon, son slogan rappelle un peu Vichy à certains égards. Travail, famille, patrie. Et donc, de ce point de vue-là aussi, je pense que la notion de post-fascisme s'applique assez bien à son mouvement. Alors, tu as parlé tout à l'heure plusieurs fois, tu as utilisé le terme d'héritage fasciste. Justement, quel rapport les Italiens entretiennent à leur histoire, à leur moment au pluriel fasciste, à Mussolini notamment? Je te pose la question parce qu'en écoutant les discours de Giorgia Meloni, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une volonté. Toi, tu as dit que c'était pour rassurer les milieux, on va dire le milieu des affaires, les milieux européens, etc. Moi, j'ai aussi eu l'impression qu'elle voulait comme dédouaner le peuple italien de leur héritage fasciste. Elle n'arrête pas de s'adresser, elle s'adresse notamment souvent aux Italiens en leur disant « Ah, mais vous savez, vous êtes des braves gens et vous avez toujours été des braves gens. Les Italiens au XXe siècle ont été des braves gens. » Comme si, en fait, elle séparait le peuple italien des gouvernants, des gouvernants fascistes qu'ils avaient pu avoir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, enfin, comment se positionnent en fait les Italiens par rapport au fascisme? Je sais que c'est interdit constitutionnellement qu'il y ait un parti fasciste en Italie, même si Berlusconi a essayé d'enlever ça de la Constitution, mais il n'a pas réussi. Oui, mais le parti de Giorgia Meloni n'est que le dernier avatar du Movimento Sociale Italiano, le MSI, qui a été créé en 1946-47, donc après la guerre, par des fascistes, par les bras droits de Mussolini pendant la République sociale italienne, donc l'appellation Mouvement social italien, qui faisait référence à la République sociale italienne, c'est-à-dire le dernier fascisme qui était le pire. Mais si on veut comprendre ce rapport assez complexe que l'Italie contemporaine entretient avec son passé et notamment avec le fascisme, il faut aller au-delà
du parcours de Giorgia Meloni et de son mouvement Fratelli d'Italia. Il faut prendre en considération aussi d'autres paramètres, et notamment l'attitude du centre-gauche ou de ce qui était autrefois la gauche italienne. Parce que la victoire de Meloni sur le plan culturel a été préparée depuis une bonne trentaine d'années par une révision politique, culturelle, intellectuelle, une révision à laquelle, comment dire, un processus qui a mobilisé, auquel ont participé toutes les forces politiques italiennes, qui visait à dédouaner le fascisme. À partir des années 90, on a relégitimé le fascisme dans la continuité de l'histoire italienne, et y compris des représentants de pointe de ce qui était à l'époque le Parti démocratique de la gauche, le président du Sénat à l'époque, la deuxième figure institutionnelle de la République, qui, dans un discours très retentissant, a rendu hommage aux gares de Salo. Comment dire, qui étaient des jeunes idéalistes qui se battaient, qui se sacrifiaient pour leur pays et pour leur patrie, au même titre que les antifascistes. Ça, c'est le discours qui a été tenu, y compris par la gauche. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont tenu ce type de discours? C'est quand même original. Ah oui, ben c'était l'Italie des années 90. Nous étions dans une phase de transition. Le Parti communiste s'était autodissous, avait donné lieu à un nouveau parti qui, à l'époque, s'appelait un parti de gauche, mais qui n'avait aucune culture. Il y avait une vaste campagne qui a été propulsé surtout, prôné par Berlusconi avec, à l'époque, il contrôlait les médias en Italie, une campagne visant à criminaliser le communisme. L'antifascisme était identifié au communisme. Et le résultat était, bon, nous sommes tous des démocrates, personne ne veut restaurer le fascisme, mais finalement, entre fascisme et antifascisme, il y a une sorte d'équivalence. Hein. Nous sommes dans une Italie post-fasciste, dans une Italie démocratique et républicaine, dans laquelle doivent coexister les héritiers du fascisme et les héritiers de l'antifascisme comme des sujets politiques qui peuvent disons, coexister sur un pied d'égalité, et l'héritage fasciste est tout aussi légitime que l'héritage antifasciste. À la limite, davantage parce que le fascisme incarnait la continuité de la patrie, alors que l'antifascisme avait brisé cette continuité, était comment dire, porteur d'intérêts extérieurs à l'Italie. Les fascistes étaient les alliés de l'Union soviétique. Donc, ce discours a été tenu pendant très longtemps et a contribué à légitimer les héritiers du fascisme, qui aujourd'hui peuvent arriver au pouvoir sans susciter aucun émoi particulier. Et si je dois dire quel est mon point de vue en tant que citoyen italien, je suis très inquiet pour ce qui va se passer maintenant en Italie, mais mon inquiétude n'est pas celle d'une, disons, d'une restauration du fascisme. J'ai bien d'autres inquiétudes au sujet du gouvernement que dirigera Giorgia Meloni. De quels ordres?
Giorgia Meloni tient un discours qui est ouvertement au-delà de ses positions sur le plan économique qui sont radicalement néolibérales, bien plus que celles de Draghi. Elle a pu tirer profit de son opposition au gouvernement de Draghi, mais elle est encore plus néolibérale que ne l'était Draghi et de ce point de vue, elle va radicaliser une politique qui était celle des gouvernements qui l'ont précédée. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, ce sont les positions de Giorgia Meloni sur d'autres, sur la question de l'immigration. Elle est ouvertement xénophobe et raciste, elle est opposée à l'avortement, par exemple. Il y a un antiféminisme qui est constamment affiché, elle est ouvertement homophobe. Donc, il y a toute une série de prises de position de Giorgia Meloni qui ont l'effet surtout d'une libération de la parole. C'est-à-dire, nous avons assisté en Italie depuis une dizaine d'années à plusieurs actes de violence et parfois de meurtres racistes, de violences contre les homosexuels, par exemple. Alors, quand on a le chef du gouvernement ou le chef du gouvernement qui légitime ce type d'acte, on peut s'imaginer ce que ça peut donner dans la société. Donc, il faut s'attendre à une recrudescence du racisme, de l'homophobie, de la misogynie, comment dire, une brutalisation des relations sociales. Il faut s'attendre à que des bateaux qui arrivent dans la Méditerranée avec des réfugiés, des migrants soient repoussés. Et certainement, Giorgia Meloni va comment dire, amplifier tout cela par la propagande. Nous sommes ceux qui vont chasser les migrants. En Italie, il n'y a plus de place pour l'islam et pour les ennemis de la patrie chrétienne, etc. Bon, elle va tenir ce discours. Même si sur le fond, c'est-à-dire sur le plan, la substance, elle ne pourra pas aller très loin. Ce sera beaucoup plus de la communication et une rhétorique avec les conséquences que cela peut avoir dans la société, mais il n'y aura pas un changement radical dans la politique vis-à-vis de l'immigration, par exemple, parce que l'économie italienne, compte tenu de la démographie d'un côté et des dynamiques économiques de l'autre côté, l'Italie a un besoin vital d'immigrés, qui sont aujourd'hui 10% de la population active. Et donc, si elle va trop loin, il y aura même ses propres alliés, la Lega Nord, par exemple, la Lega dans les régions du Nord, qui diront calme-toi parce que nous avons besoin de ces migrants qui travaillent dans nos entreprises, etc. Alors, l'accent pendant la campagne a beaucoup été mis sur la forme aussi de la campagne de Giorgia Meloni, hyper personnalisée, hyper connectée, très spectaculaire. Est-ce que pour toi, ça, c'est un facteur important pour comprendre ce qui s'est passé ou est-ce que c'est anecdotique finalement? C'est important parce que Giorgia Meloni est très habile, est une politicienne rusée qui a un vrai charisme. C'était le cas aussi de Salvini. Mais elle incarne une sorte de renouvellement de la droite, et non seulement de l'extrême droite, parce que Berlusconi, qui a l'âge, il a combien, 85 ans, c'est quelqu'un qui, bon, on lui a appris à utiliser les réseaux sociaux maintenant, mais bon, c'est un homme qui incarnait le rapport entre la politique et les médias il y a 30 ans,
quand il était à la tête de tout un groupe de chaînes de télévision, etc. Mais il n'a jamais su utiliser Internet, les réseaux sociaux, etc. Giorgia Meloni, c'est une autre génération et c'est quelqu'un qui maîtrise l'art de la communication d'une manière remarquable, y compris par rapport aux leaders politiques du centre-gauche. Ça, il faut le reconnaître. Mais est-ce que cela est comment dire, un tournant qualitatif? Non, je ne le crois pas. Disons. On peut dire la même chose de Marine Le Pen en France. J'ai une autre question justement sur la gauche. Tu m'as parlé de la gauche dans les années, la gauche italienne dans les années 90, mais c'est vrai que là, on se demande un peu où est passée la gauche italienne aujourd'hui. Dans cette élection, elle était incarnée, entre guillemets, par le leader du Parti démocrate, Enrico Letta. Vraiment, vue de France, on n'a pas entendu parler de sa campagne. Alors même qu'il y a eu un débat, hein, j'ai regardé le débat entre Letta et Meloni qui était intéressant, voilà, assez intéressant. Mais bon. Du coup, toi, quand tu vois cette situation de la gauche italienne, est-ce que tu te dis un peu comme Nanni Moretti dans Aprile, qui regardait le débat dans les années 90 au moment de la victoire de Berlusconi? Nanni Moretti, il est face à sa télé et il crie aux dirigeants de la gauche qui sont présents sur le plateau, il dit « Mais dis quelque chose, mais dis quelque chose de gauche, merde !» Et là, le candidat ne dit rien. Est-ce que c'est aussi ton attitude vis-à-vis de la gauche italienne? Comment tu analyses en fait cette apathie actuelle de la gauche italienne? Mais je ne la considère pas comme la gauche italienne. C'est ça le problème. Alors, je comprends Moretti. Il y a 30 ans, Moretti s'attendait à que D'Alema dise quelque chose de gauche parce que D'Alema venait du Parti communiste. D'Alema était quelqu'un qui était encore identifié, considéré comme quelqu'un de gauche. Et on s'attendait que face à Berlusconi, il soit capable de dire quelque chose de gauche. Mais Enrico Letta ne vient pas de la gauche. Enrico Letta vient de la démocratie chrétienne. Et avant lui, il y a eu Matteo Renzi qui venait lui aussi de la démocratie. Comment dire, nous sommes, d'un côté, il y a le post-fascisme, de l'autre côté, il y a post. Alors, au moins, on peut parler de post-fascisme parce que Giorgia Meloni n'a pas rompu le cordon ombilical qui la relie, disons, au passé. En revanche, le Parti démocratique n'a strictement plus rien à voir avec l'histoire de la gauche italienne. Et le Parti démocratique est né d'un vide béant qui a été créé il y a une trentaine d'années par la dictature du Parti communiste et a été incapable de le remplacer par quoi que ce soit. C'est un parti qui, en 30 ans, n'a été capable de mettre en avant le moindre projet alternatif, la moindre idée, le moindre concept nouveau. Mais disons, il faut savoir, Enrico Letta, c'est le neveu de Gianni Letta, qui est un des principaux collaborateurs de Berlusconi. Enrico Letta est arrivé il y a 1 an et demi à la tête du Parti démocratique parce que le secrétaire antérieur, Zingaretti, a claqué la porte en disant « ce parti me dégoûte ». Parce que ce parti était devenu une sorte de coalition de lobbies, d'intérêts économiques. Avant Zingaretti, il y avait Matteo Renzi. Il faut savoir qui c'est Matteo Renzi. Matteo Renzi est un type qui, en plein Covid, est parti en Arabie Saoudite avec un jet privé envoyé par Bin Salman, qui était à l'époque mis à l'index par la classe politique internationale à cause
de l'homicide, disons, qu'il avait commandité du journaliste saoudien en Turquie, il est allé rencontrer Bin Salman pour faire l'éloge de l'Arabie saoudite comme le berceau d'une nouvelle renaissance. Ça, c'est le Parti démocrate. Toutes les enquêtes sociologiques montrent que le Parti démocrate est le parti le plus voté parmi les classes aisées, les Italiens qui gagnent, qui ont un revenu au-dessus de 5 000 euros par mois, et le moins voté parmi les classes populaires, qui votent massivement pour la droite et l'extrême droite. Ça, c'est le Parti démocrate. Donc, on ne peut pas s'attendre à une alternative qui viendrait de ce passé. C'est ça la tragédie italienne. Donc, on focalise le regard sur Giorgia Meloni, mais Giorgia Meloni est aussi le résultat du sabordage de la gauche en Italie. Et ça fait, et je suis désolé de mettre le doigt où ça fait mal, mais ça fait quand même un petit bout de temps que c'est comme ça, que la gauche n'a plus aucun espace politique, d'abord dans les élections, mais j'imagine aussi dans la société. Et est-ce qu'il va... Non, je ne vais pas te demander d'être prophète ou devin et de dire est-ce que tu penses qu'un jour, à un moment, il va se passer quelque chose du côté de la gauche, mais comment est-ce que tu expliques que depuis 10 ans, enfin moi, depuis le moment depuis que je m'intéresse à la politique et que je m'intéresse aussi à la politique italienne, j'ai l'impression que la gauche n'existe pas. Enfin, or, toi, tu es quand même de gauche. Enfin, tu vois, il y a quand même des gens de gauche. J'imagine qu'il y a des forces, il y a des gens, il y a des dynamiques sociales aussi en Italie. Et elles ne trouvent vraiment aucune concrétisation dans les partis politiques. Oui, c'est ça le gros problème, c'est que, alors, il y a une gauche qu'on pourrait appeler une gauche sociale, c'est-à-dire il y a un réseau très diffus et parfois très actif et pas du tout négligeable, un réseau associatif de mouvements antiracistes, de mouvements écologistes. Par exemple, les manifestations Fridays for the Future ont mobilisé beaucoup plus, mais beaucoup plus que tous les partis politiques lors de la campagne électorale. Il y a des mouvements féministes, il y a des mouvements pour les droits des LGBT. Tout cela existe en Italie. Il y a les mouvements contre Notave, contre le train, la ligne à grande vitesse qui va défigurer des vallées. Il y a eu des référendums pour la défense des services publics de l'eau. Alors, tout cela existe. Mais tout cela, jusqu'à présent, n'a pas réussi à se donner une expression politique. Et ce qui est tragique dans la conjoncture actuelle, c'est que cet ensemble, cette constellation de mouvements a renoncé à se donner une expression politique. Parce que jusqu'à présent, sur le plan de la politique institutionnelle, la gauche a été incarnée par des résidus, par des survivances du passé, par des micro-appareils qui se réclament du communisme, qui se réclament d'autres scissions, et qui, jusqu'à présent, ont été absolument impuissantes ou ont tout simplement survécu comme satellites du Parti démocratique. Et donc, cette gauche sociale ne se reconnaît pas dans ces partis. Mais je partage, disons, votre réflexion. Ta réflexion, je crois que ça, c'est l'obstacle majeur auquel fait face aujourd'hui la gauche italienne. Il y a un verrou qui doit sauter pour commencer à reconstituer quelque chose. Alors, un autre élément important qui explique la paralyse ou l'absence de la gauche, c'est le fait que depuis 4 ans,
la gauche a en quelque sorte donné comment dire, une sorte de délégation au mouvement 5 étoiles. Le mouvement 5 étoiles a connu un succès électoral considérable en 2018, 30% et a comment dire, canalisé beaucoup de voix de la gauche. Mais le parti 5 étoiles a gaspillé ce capital électoral très vite, d'abord en faisant une alliance avec la Ligue, c'est-à-dire avec la droite, puis avec le Parti démocrate dans une position qui n'était pas très claire, mais en réussissant quand même à obtenir quelques acquis sociaux. Et puis, bon, ils ont soutenu le gouvernement Draghi. Donc, ils ont réussi à faire un bon score maintenant parce que Conte a un certain charisme et parce que Conte apparaît comme un politicien honnête et sérieux. Mais bon, le mouvement 5 étoiles n'incarne plus l'espoir d'un renouveau de la gauche. J'ai une dernière question, Enzo. En Europe, on pourrait tenter de voir se dégager un axe suédo-polono-hongro-italien. Les vents réactionnaires semblent être les plus dynamiques sur le vieux continent. Est-ce que tu partages cette analyse? Et surtout, si oui, comment est-ce que tu expliques ces dynamiques réactionnaires particulièrement puissantes? Est-ce que d'après toi, ça vient plutôt de la situation économique qui est particulièrement compliquée, d'une question sociale qui est particulièrement brûlante sur le vieux continent, ou est-ce que c'est, peut-être que c'est les deux d'ailleurs, la peur du déclin fantasmé de l'Occident et la question de l'identité qui fait que les questions les dynamiques réactionnaires sont les plus fortes? Oui, alors d'un point de vue idéologique, culturel, les affinités entre Giorgia Meloni et Orban en Hongrie ou la droite nationaliste polonaise qui est au pouvoir en ce moment sont assez évidentes. Mais comment dire, la position géopolitique et aussi, disons, l'intégration de l'Italie dans l'économie de l'Union européenne font que les intérêts de l'Italie ne convergent pas toujours avec ceux des homologues centre-européens ou est-européens de l'extrême droite italienne. Et donc, je ne pense pas, bon, je peux me tromper, mais je ne pense pas que Giorgia Meloni se donnera comme objectif, se fixera l'objectif immédiat de créer un axe entre l'Italie, la Hongrie et la Pologne. Elle peut certainement manœuvrer et s'appuyer sur ces gouvernements conservateurs, nationalistes ou dans certains cas, on peut dire aussi post-fascistes, pour renégocier certains traités dans l'Union européenne, pour changer les relations de force avec l'Allemagne et la France, ça c'est possible, mais je ne vois pas Giorgia Meloni en ce moment remettre en cause les équilibres au sein de l'Union européenne parce qu'elle a un besoin vital de cette manne financière qui vient de l'Union européenne. Mais au-delà de la question géopolitique, est-ce qu'il y a quelque chose dans les sociétés européennes qui serait pourri et qui ferait qu'aujourd'hui, on serait tenté de plus en plus par l'extrême droite, par le fascisme, par tout ce que tu as décrit tout à l'heure? Bah,
cela relève un peu du background de cette victoire électorale. Et Giorgia Meloni, le succès de Giorgia Meloni ne s'explique pas seulement par des dynamiques internes à l'Italie, mais il s'inscrit dans une tendance globale l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir suit de quelques mois l'affirmation de Marine Le Pen lors des élections présidentielles en France. On connaît bien la situation aux États-Unis, le Brésil, plusieurs pays européens. C'est une tendance générale et elle en profite incontestablement. Mais comment tu l'expliques en fait? Comment ça se fait qu'on se détourne autant de nos idéaux d'égalité naturelle, pourquoi est-ce qu'on est tenté de plus en plus vers l'autoritarisme, l'antipluralisme, etc. Qu'est-ce qui fait que tous ces peuples dont tu as parlé changent comme ça leur braquet d'épaule et ont une tendance à aller doucement mais sûrement vers ce qui ressemble de plus en plus au fascisme? Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose qu'on ne peut comprendre qu'en l'inscrivant dans la longue durée. Et la longue durée, nous vivons les effets cumulatifs, si tu veux, d'un tournant historique qui s'est produit au cours des années 80 du siècle dernier et au début des années 90. Il y a eu une défaite historique de la gauche. Le XXe siècle, qui était un siècle dominé par une utopie, et cette utopie s'appelait socialisme, s'appelait communisme. Il y avait une alternative de société. Ça a été le siècle non seulement des guerres et des génocides, mais aussi le siècle des révolutions socialistes, des révolutions anticoloniales, de l'émergence de toutes sortes de mouvements émancipateurs. Alors, ce long cycle s'est épuisé où ces révolutions ont été défaites. L'idée de socialisme, de communisme n'apparaît plus comme une utopie pour le XXIe siècle. Alors, à partir de là, s'est ouvert un vide énorme qui a été rempli par une extrême droite qui se présente comme une alternative à l'ordre dominant. Parce que tous les mouvements de droite ou d'extrême droite, d'extrême droite fasciste, post-fasciste, xénophobe, nationaliste, sont fédérés par une sorte d'opposition à l'establishment. Et quand il n'y a pas une alternative de gauche, on cherche des boucs émissaires. Et les boucs émissaires sont de toutes sortes. Ils peuvent être les migrants, ils peuvent être l'islam, ils peuvent être les féministes, ils peuvent être les écologistes, ils peuvent être les homosexuels et tout ce que l'on veut. Mais nous sommes dans une situation dans laquelle nous payons les prix des défaites historiques de la gauche. C'est pas très réjouissant tout ça, mais ça augure quand même de batailles et de luttes importantes dans le temps qui vient. Merci beaucoup Enzo pour cet entretien. Merci à toi pour m'avoir invité.